Très heureux de vous compter encore parmi nous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci d'avoir choisi TLR TV et bienvenue dans votre émission Droit de savoir. Comme vous le savez, le Congo-Brazzaville traverse une crise socio-économique et politique sans égale. Tous les indicateurs sont au rouge. J'en parlerai d'un pays en banqueroute. Les dernières conclusions du Conseil d'administration du Fonds monétaire international FMI, conclusion du 28 septembre 2021, font état d'un nouveau rejet du dossier congolais. Les observateurs de la vie socio-politique et économique du Congo estiment que toutes ces crises sont la conséquence du coup d'État constitutionnel de 2015 opéré par Denis Sassou Nguesso et son régime. Les coups d'État constitutionnels, comme vous le savez aussi, qui sont à l'origine de l'escalade de la violence en Afrique et de la recrudescence des coups d'État. Voilà qui sera au menu de notre entretien avec Monsieur Pierre Milika Mimanga, coordinateur du mouvement congolais contre la dictature. Moi, c'est Christian Perrin. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonjour Pierre Milika Mimanga. Bonjour Monsieur Perrin. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Alors, vous suivez, je crois, l'actualité congolaise. Mais avant d'emboîter sur l'actualité congolaise, vous allez probablement en quelques minutes, bien entendu, nous faire une brève présentation de ce que c'est le mouvement congolais contre la dictature. Merci bien, c'est un honneur pour le mouvement congolais contre la dictature de passer sur votre chaîne. Je pense que c'est pour la première fois qu'un membre du mouvement congolais contre la dictature passe sur la chaîne. Oui, le mouvement congolais contre la dictature, comme son nom l'indique, c'est un mouvement qui lutte contre la dictature qui sévit notre pays dans tous les domaines et qui est né en 2012, donc dirigé par M. Bruno Mouelé, que vous connaissez, j'espère. Ce que le mouvement a comme activité, c'est principalement l'éveil de conscience des Congolais face à ce drame. Il faut que le Congolais, d'où il se trouve, puisse prendre conscience de ce qui se passe dans le pays, et ne pas se fatiguer. La dictature a son temps et chaque chose a son temps, mais qu'elle soit toujours consciente, debout, la population congolaise bien entendu, debout, et qu'un jour, elle pourra venir à bout de cette dictature-là, et tout en inculquant les valeurs, les bonnes valeurs aux gens, parce qu'aujourd'hui, comme nous le savons, dans toute dictature, et surtout la nôtre, la gabégie et d'autres mots qui minent, qui nuisent au bon fonctionnement de l'économie, du social, sont la règle du jeu. Et donc, par rapport à ça, il faut toutefois essayer de parler, essayer d'entretenir les populations. Et ça, c'est ce que nous, depuis 92, c'est ce que nous faisons et nous continuons à faire. Vous sensibilisez les jeunes, vous les formez à prendre leurs responsabilités ou bien… Oui, d'une manière ou d'une autre, nous le faisons, mais ce qui est vrai, c'est que nous ne pouvons pas tenir des meetings, des grands meetings ou des grandes réunions au Congo-Brazzaville parce qu'on nous a refusé le récépissé. Nous ne pouvons pas depuis 2012. Donc, au niveau du Congo, nous ne pouvons pas mener des activités de façon officielle. Mais avec les réseaux sociaux et tout, d'autres canaux, effectivement, nous faisons un travail. Au niveau de la diaspora, nous avions organisé pas mal d'événements. À Paris, les universités d'été, le MCCD en a organisé pratiquement 4 éditions où nous avons invité beaucoup des acteurs politiques de la diaspora à prendre la parole. On a véhiculé les messages de combat. Alors, qui dit donc la lutte contre la dictature, c'est aussi militer pour la libération des prisonniers politiques, des prisonniers d'opinion, et aussi lutter
contre la violation des droits et libertés fondamentaux. Alors, vous avez probablement appris que le gouvernement congolais a décidé finalement à réintégrer le général Jean-Marie Michel Mokoko dans sa cellule à la maison d'arrêt alors il était en pleine assistance médicale, c'est-à-dire qu'il n'est pas très bien portant. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision du gouvernement congolais? Bon, le mouvement congolais contre la dictature en tant que structure n'a pas statué sur ça. En tout cas, on n'a pas échangé sur la question. Néanmoins, n'empêche que je peux donner un peu une aperçu, mais peut-être pas trop politique, social. En tant qu'humain, une personne vulnérable, malade, mérite les soins, mérite une attention particulière, soit de sa famille ou des services appropriés. Donc, sur ce point, nous ne sommes pas d'accord avec, je ne sais pas ce que vous appelez autorité, mais en tout cas avec la dictature de Brazzaville. On n'est pas d'accord qu'une personne, soit tel Mokoko ou pas, soit traitée de cette manière. Maintenant, sur le plan politique, bon, c'est beaucoup mitigé. Parce qu'on a comme l'impression que c'est un problème familial qu'on amène sur la place publique. Le problème entre Mokoko et la dictature de Brazzaville est d'abord et avant tout familial. Parce que lorsque l'Issoua, par exemple, prend le pouvoir, l'Issoua ne change pas de chef d'état-major. Il n'est pas dans des petits jeux où il faut mettre un parent, il faut mettre quelqu'un de la région. Il mise sur la compétence. Donc, M. Mokoko avait la compétence de continuer ses fonctions. Il le garde. Et même le chef, son chef d'état-major particulier, n'est pas de sa région, même pas de son groupement politique. Il est d'ailleurs. C'est pour dire que c'est un républicain. Et M. Mokoko est le premier à défier les institutions républicaines, à défier le président de la République élu, à défier le gouvernement. Il se rallie à son parent, qui est M. Sassou Nguesso, pour mener la guerre à la jeune démocratie congolaise, pas à M. Lissouba. Imaginez, si vous voyez la photo de famille après qu'ils aient vaincu la jeune dictature, et plutôt la jeune démocratie, dans cette photo de famille restreinte, M. Mokoko est là. Ça veut dire que c'est un acteur important parmi ceux-là qui ont mis en cause la jeune démocratie congolaise pour ramener ce monsieur, ce monstre-là. Et donc, chemin faisant, M. Mokoko ne sait pas piqué par quoi, il se met contre son frère. Son frère n'est pas d'accord de ça. Et les politiques veulent s'en accaparer. Non, nous l'avions déjà dit par le passé, qu'il ne peut pas avoir. Vous pouvez être un très bon avocat du monde. Vous ne pouvez pas faire sortir M. Mokoko. Le problème entre M. Mokoko et la dictature de Brazzaville, notamment son frère, M. Denis Sassou Nguesso, est privé. Le jour que M. Sassou va décider de mettre M. Mokoko dehors, il va le faire sans problème. Mais en tant qu'humain, vu les conditions dans lesquelles il est, vu sa situation de santé, ça ne peut que nous écœurer. Pas normal. Politiquement, M. Mokoko n'a jamais même demandé pardon à la population congolaise. Jamais. Vous estimez que c'est son frère, en fait, le dictateur Denis Sassou Nguesso, mais il y a aussi le cas Paulin Makaya qui aujourd'hui est interdit de sortir du territoire alors qu'il est, c'est ce que nous apprenons d'ailleurs, qu'il ne serait pas en bon état. Et on a l'impression qu'il y a comme un acharnement contre les opposants politiques. On rappelle d'ailleurs, en mars dernier, lors de l'élection présidentielle, un autre candidat de l'opposition, Guy-Brice Parfait-Kolela, est mort dans les circonstances un peu troubles le jour même de l'élection. Quelle analyse faites-vous de ces situations où le régime de Brazzaville, finalement, ne laisse pas les opposants libres? Nous devons désormais aussi éviter de faire l'amalgame entre les opposants. Il ne faut pas qu'un problème entre amis puisse devenir un problème soi-disant de l'opposition. Et ce que l'opposition doit éviter, ou les opposants doivent éviter, c'est de faire le solitaire. M. Paulin était avec les autres en Europe, à Londres, ils ont discuté. Il a décidé, on ne sait pas comment, se retrouver au Congo, avec les moyens qu'on a vus, battre campagne, faire de la politique au Congo. Au moment où il quittait Londres, il discutait, il était opposant là-bas en Europe
Avait-il averti ses hommes, ses amis? Il partait au Congo, désormais faire la politique au Congo? On pense non. Mais il est allé en solitaire. Il essaie sur qui il comptait et sur quoi il comptait. Alors, il arrive, c'est un monsieur qui a été bien reçu, nous avions toutes les vidéos. Il a essayé de sillonner le pays. Mais qu'est-ce qui n'a plus marché avec les amis qui l'ont fait rentrer? Donc, sur le plan politique, c'est tellement flou, il faut qu'on arrive à sanctionner certaines personnes au niveau de l'opposition. En tout cas, de ceux qui font la véritable opposition. Maintenant, sur le plan humain, comme je l'ai dit, M. Makaya a droit aux soins médicaux. Il a droit aux soins, il faut qu'il se soigne, qu'on lui laisse aller se soigner, se faire soigner, soit, ou qu'on le soigne là. S'il y a des bons hôpitaux, ils n'ont qu'à le soigner là-bas. Ou s'il n'y en a pas, ça nécessite qu'il sorte du pays, qu'on l'autorise à sortir du pays, aller se faire soigner. Mais qu'on laisse de parler trop des opposants, entre guillemets, non. Ce sont des amis qui sont en coalition à un moment donné, et lorsque ça ne marche pas, on se rabat du côté de l'opposition. Quand ça marche, ce sont des amis. Mais quand ça ne marche plus, ce sont des opposants. Et ça nous met dans une position conflictuelle et difficile. Monsieur Makaya a droit aux soins, je le souhaite vivement, mais sur le plan politique, ils ont des parcours très fous. Lorsque vous dites ces amis qui l'ont fait venir, vous faites allusion à quoi? Apparemment, il y a eu d'informations, mais que vous ne voulez pas. Je n'ai pas d'informations, mais tel que le mouvement congolais contre la dictature maintient son discours depuis 2012, je l'ai dit. Donc, bien avant, on était dans d'autres structures. C'est difficile de voir Bruno Mouelé aujourd'hui au Congo. En tout cas, si vous voyez dans les conditions actuelles, M. Bruno Mouelé faire la politique au Congo, dites qu'il y a un problème dans les conditions actuelles. Hein? Alors, lorsqu'on rentre au Congo, dans les conditions telles que M. Paulin hier, avec tout ce qu'on a vu autour de lui, bon, vous saviez, c'est difficile de prouver. On vous demande toujours des preuves. Prouvez. C'est difficile de prouver. Mais on avait beaucoup d'interrogations. Mais là, n'en est pas le problème. C'est son droit de choisir son camp. Ce qui est vrai, c'est qu'il est malade, qu'on le soigne. Alors, on va parler donc de la crise socio-économique et politique du Congo. Je l'ai dit d'entrée de jeu, nombreux sont les observateurs qui estiment que c'est la conséquence plutôt du coup d'État constitutionnel de 2015. Pourtant, le gouvernement congolais clame tout haut et fort que c'est dû à la chute du cours du baril de pétrole. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ce qui est vrai, c'est que Sassou n'a jamais été un bon gestionnaire. Hein? Que le baril soit haut, stable, ou bas, leur gestion est la même. Et puis, c'est un régime vieillissant, fatigué, qui n'a plus rien à proposer aux Congolais. Et donc, on cherche toujours des boucs émissaires. Ils ont eu beaucoup d'argent par le passé. Ils sont même devenus des bailleurs de fonds. Ils ont prêté de l'argent à d'autres États. Hein? Qu'en ont-ils fait? Donc ça, c'est que de superflu. C'est un régime qui mérite d'être remplacé. Les Congolais ont besoin d'autre chose que de les voir, que de l'entendre. Ils ont failli. C'est tout. Ce sont des incompétents, vous avez dit. Alors, toujours sur le volet politique, on va probablement boucler le volet politique par là. En 2022, il y a déjà des élections législatives qui pointent à l'horizon. C'est probablement le calendrier constitutionnel qui sera encore une fois de plus respecté. Et qu'est-ce que le mouvement congolais contre la dictature propose à cette échéance-là, à cette occasion? La fois dernière, vous n'avez pas participé aux élections présidentielles. Cette fois-ci, je ne sais pas ce que vous pensez des élections législatives qui sont quand même différentes des élections présidentielles. Mais c'est aussi pour exister, bien sûr, dans l'espace politique congolais. Nous existons déjà. Bruno Mouelé existe, Milika Mimanga existe. Vous avez dit que vous n'êtes pas au Congo. Museo existe. Donc, le mouvement congolais contre la dictature économique. Mais nous avions toujours dit depuis que les élections, qu'elles soient sénatoriales,
présidentielle ou législative ne nous regarde pas dans les contextes actuels. Ça veut dire quoi l'élection? Il faut mener une campagne, il faut dépenser de l'argent, alors qu'on sait déjà les résultats d'avance. Pourquoi engager une dépense inutile? Si on a de l'argent, pourquoi ne pas l'orienter ailleurs? Parce que, en définitive, qu'est-ce que le peuple veut? Le peuple a besoin un peu d'un bien-être. Donc, si on peut s'acheter un savon, à donner à X ou à Y, acheter des cahiers pour donner aux élèves, aujourd'hui c'est la rentrée, c'est une bonne chose. Pourquoi dépenser cet argent pour acheter les marinières, soi-disant pour devenir député alors que tu ne le deviendras pas? Parce que les jeux sont joués d'avance. Donc l'élection congolaise au Congo, ça n'a jamais été notre préoccupation. La préoccupation du mouvement congolais contre la dictature est ailleurs. Venir à bout un jour à cette dictature. Peu importe un combat, il faut l'inscrire dans le temps et sur la durée. Ça va arriver. On ne sait quand, mais ça arrivera. Vous avez dit, on ne sait quand, mais ça arrivera. Oui, mais on peut comprendre par quels moyens, bien entendu. Est-ce que c'est en restant chez soi, en restant loin du Congo que cela va arriver? Parce qu'il faut aussi noter que dans le même temps, la population congolaise n'en peut plus. Ça va arriver, oui, mais quand, comment? Est-ce par un dialogue? Bon, le dialogue, est-ce qu'il y a même une crise au Congo pour parler d'un dialogue? Hein? S'il y a un dialogue, bon, quelqu'un, un jour, un chef, peut-être de par son gré, peut convoquer les acteurs politiques. Mais ce qui est vrai, c'est que on peut être loin, peut-être loin, supposé être loin, mais on est aussi proche. Dites que la population est fatiguée. Si la population est fatiguée, c'est déjà une bonne chose, non? Ça veut dire que ce qu'on dénonce est réel. C'est le vécu quotidien de cette population. Et soyons optimistes. Il ne faut pas que les gens désespèrent. On n'est pas loin. On est avec eux. On n'est pas loin. On est au Congo. D'une manière ou d'une autre, on est au Congo. Est-ce que c'est pour autant dire que il y a des activités que vous menez dans ce sens-là pour mettre fin à ce système ou parce que évidemment vous dites que ça va arriver, c'est vrai vous n'êtes pas loin de la population congolaise ou vous êtes avec elle, mais elle voudrait bien savoir, oui vous êtes avec elle, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se prépare, comment vous menez vos activités pour au moins que cette population, comme vous le dites, espère à ce que vous êtes en train de faire pour mettre ce régime dehors. Mais ce que nous sommes en train de faire, vous et moi, tout présentement, parce que c'est un temps, hein, le temps, il est précieux. Et nous le consacrons aujourd'hui, présentement, pour dire à ceux qui sont sur place, au pays, qu'on est ensemble, puisque nous discutons du pays. C'est déjà ça. Déjà beaucoup. Les gens vont nous suivre, et les gens nous suivent, et d'autres font ce même travail. Nous, c'est pas qu'on est là, on est en train d'acheter les armes comme lui il le fait, ou comme lui l'a fait. Parce qu'il est là, il a marché sur les corps des gens, et il est là, il est assis sur les corps des gens. Nous ne le ferons pas. On ne tuera pas les Congolais pour arriver au pouvoir, non. On ne tuera pas les Congolais pour s'asseoir au pouvoir, non. C'est le pouvoir des Congolais. Le moment viendront, ils vont donner à qui ils veulent. Le jour qu'ils vont décider, non, ce n'est plus toi, puisqu'il y a des échéances qui sont fixées, ils vont le retirer. Mais nous, on n'aura jamais le sang des Congolais pour qu'on soit au pouvoir ou pour qu'on s'asseye là. On ne tuera pas. C'est la sensibilisation, ce que nous sommes en train de faire, ce que vous êtes en train de faire d'ailleurs. Parce que je vous ai suivi dernièrement avec mon cher frère Ngoma, votre récit, comment vous êtes parti du Congo jusqu'à se retrouver aux États-Unis. C'est ce même combat. Votre combat, c'est notre combat. C'est notre combat, à nous tous. Et ça arrivera. Ce que vous êtes en train de faire, nous le souhaitons que vous le fassiez au Congo demain. Vous êtes des compétences. Et le Congo en a besoin. Le Congo, comme les autres pays d'ailleurs d'Afrique, nous avons noté, comme je l'ai dit, d'entrée de jeu, le Congo a connu une période où on a tous
déplorer d'ailleurs le coup d'État constitutionnel. Et nous remarquons qu'actuellement en Afrique, il y a la recrudescence des coups d'État. Et le prétexte reste le même. Sinon, les mobiles sont les mêmes. On parle donc de la violation des constitutions, c'est-à-dire les coups d'État constitutionnels, les troisièmes mandats. On parle de l'instrumentalisation de la justice, la politisation de la vie administrative, la corruption, la misère, tout un tas de situations qui justifient aujourd'hui la recrudescence, c'est-à-dire cette série des coups d'État en Afrique. Lorsqu'on observe le Congo, on a bien l'impression que le Congo vit les mêmes problèmes. Et tout à l'heure, vous étiez en train de dire, bientôt les choses vont changer. C'est comme ça que je résume ça. Est-ce que, pour autant dire que, puisqu'il y a un adage qui dit, les mêmes causes ont les mêmes effets, est-ce pour autant dire que le Congo court, est sur la pente, bien entendu, et risque de vivre la même situation que chez les autres? Bon, vous dites d'abord que vous déplorez, les conditions sont les mêmes. Ça dit de M. Chassou parce que rien n'a changé puisqu'on s'approche des élections dans les mêmes conditions. Et vous évoquez des coups d'État. Bon, on peut déplorer la situation des coups d'État bon, dans ces genres de pays. Hein, deux pays, c'est deux pays, le Mali et puis la Guinée, parce que voilà, le Mali qui était, bon, le président a été élu démocratiquement. Je ne crois pas qu'il a changé de constitution pour un troisième mandat. C'est un problème de gestion et que les attentes des populations n'ont pas reçu ce qu'ils attendaient et qu'elle était fatiguée, bon, aussi manipulée par les politiques qui sont arrivés au coup d'État. Est-ce que c'était la bonne solution? Je pense non. Parce que le début d'une démocratie est difficile. Même les démocraties dont nous prenons pour référence, ce sont des vieilles démocraties qui ont aujourd'hui plus de 200 ans. Alors nous, à peine 5 ans, on veut que tout soit juste. Alors que deux fois, on hérite des pays économiquement délabrés. Et socialement, tout est à refaire. C'est vrai, il y a un discours de campagne. J'arrive, bon, c'est comme si avec une baguette magique, tout va se régler. Malheureusement, lorsqu'on constate la situation réelle du pays sur tous les plans, c'est la catastrophe. Il est difficile de satisfaire les électeurs ou les populations. En ce moment, il y a la gronde. Et les politiques, donc les opposants, souvent, s'en profitent. Et est-ce que c'est la solution de mettre un terme? On ne pense pas. Il faut lutter pour qu'on parte à terme et s'il y a un renouvellement, on renouvelle. Donc les coups d'État, le kaki et la démocratie n'ont jamais fait bon ménage. Ça, c'est le cas du Mali, par exemple. On arrive en Guinée, c'est une déception parce que les gens de la carrière de Condé, comme en Côte d'Ivoire avec Gbagbo, c'est des personnages que nous avons rêvé. Qu'une fois accédés aux affaires, c'est vrai que sur le plan économique, surtout sur le plan économique, ce n'est pas facile, ce n'est pas, franchement, en 5 ans, satisfaire toutes les attentes, non. Mais au moins sur le plan politique, démocratique, on devrait constater des avancées parce que ces gens-là ont passé tout leur temps à lutter contre les injustices. Malheureusement, lorsqu'ils arrivent, on a comme l'impression que quelque chose d'autre se passe. On ne sait pas quoi, mais c'est un gâchis, donc un regret. Est-ce que c'est pour autant qu'il faut saluer ce coup d'État? Bon, il n'y a que le peuple guinéen qui savent. Sinon, si l'armée, elle, est républicaine, il y a un moment donné où il faut intervenir. M. Condé a commencé avec son projet de changement de constitution jusqu'à forcer un référendum. L'armée était là, jusqu'à organiser des élections. Je pense que c'est en ce moment-là, si l'armée, elle est républicaine, elle arrête le président là pour dire, monsieur, non, nous avions une constitution qu'il faut respecter. Et même si elle a révisé, ce n'est pas dans ces conditions-là. Arrêtez, votre mandat est arrivé à terme, on doit organiser des élections.
Mais lorsqu'il faut faire un coup d'État, on devient soi-même militaire. On profite sur un peu ces faiblesses-là et ce que le peuple veut entendre pour faire amadouer le peuple. Et cela nous fait réfléchir. Et on ne peut pas encourager cela. On ne peut pas encourager cela. Dans ces pays-là. Maintenant, au Congo-Brazzaville, bon, lui-même, il est putschiste d'ailleurs. C'est un putschiste. Hein? Il n'a jamais gagné les élections au Congo. M. Sassou n'a jamais gagné aucune élection. D'abord, il a peur de les organiser librement. Hein? Parce qu'il sait qu'il sera battu par n'importe qui. C'est un monsieur, c'est un peu des tricheurs. Et même quand il organise, il triche. Il organise lui-même, on le bat, il triche. C'est un tricheur. Est-ce qu'il faut encourager qu'il y ait un coup d'État au Congo-Brazzaville? Non, mais nous ne sommes pas dans cette logique, c'est comme je l'ai dit. Marcher sur les cadavres des gens. Est-ce qu'un militaire va prendre le pouvoir au Congo pour continuer l'œuvre de Sassou? Nous, on dit non. Face à la confiscation de l'alternance démocratique et politique, il faut le dire comme ça, et face à ces régimes totalitaires qui finalement ne veulent plus lâcher le pouvoir, ces présidences à vie avec les troisièmes mandats, est-ce qu'il faut toujours continuer à attendre, parce que, bon, comme souvent disent les Congolais, Dieu fera, c'est cela, pour qu'il y ait alternance démocratique, où il faut procéder, bien entendu, par peut-être d'autres méthodes, je ne dis pas toujours les coups de force, mais il faut une alternative pour mettre terme à ces régimes. Qu'est-ce que vous vous proposez, par exemple, à ce niveau-là? Bon, ce que nous proposons, c'est quoi aujourd'hui? C'est la prise de conscience de la classe politique, notamment de l'opposition. Il faut qu'elle se ressaisisse parce que ça nous fait plus de 20 ans qu'on lutte, on a fait des meetings, on a organisé beaucoup de choses. On a demandé, pour ceux qui demandent, soi-disant, le dialogue, ils l'ont toujours demandé. Ça ne marche pas. Mais face à cette intransigeance, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'interroger. Il faut se retrouver. Il faut se redéfinir. Et c'est ce que nous demandons à la classe politique, qu'elle soit locale ou celle de la diaspora. Cette prise de conscience, cette remise en cause, en ce moment, on pourra rebondir. Parce que le pouvoir, comme je l'ai dit, c'est un pouvoir, en tout cas, il est désuet, il est fatigué, il n'a plus rien à proposer, et les populations sont fatiguées de les voir. C'est à nous de jouer. Il faut qu'on fasse quelque chose. Quand vous dites il faut qu'on fasse quelque chose, à quoi vous faites allusion? En fait, c'est ce que moi je veux comprendre avec vous, parce que les autres opposants, comme vous l'avez dit, eux, on appelle à un dialogue national inclusif. Il y a ceux qui parlent de disons, de l'insurrection populaire, par exemple. Il y a d'autres aussi qui voient, peut-être parce que c'est pas exclu non plus, hein, il y a ceux qui pensent qu'il faut carrément procéder par des méthodes probablement violentes, ce qui n'est pas d'ailleurs à encourager plutôt. Et vous vous dites qu'il faut prendre les responsabilités maintenant là, mais sauf que vous ne dites pas comment vous entendez procéder. Le dialogue, c'est la recette ancienne. C'est la même recette qu'on a toujours demandé. Parce que pour qu'il y ait un dialogue, il faut qu'il y ait un problème. Il faut qu'il y ait un couac. Or, pour M. Sassou, tout va bien. Et naturellement, même peut-être moi à sa place. Si je ne suis pas secoué, soit par ma population, soit par mon opposition, etc., je ne peux pas convoquer un dialogue comme ça. Parce que ce sont des choses qui peuvent te mettre en cause aussi. Mais puisque devant ce refus, ça fait combien de temps qu'il demande le dialogue? Que lui, il les organise à sa manière. Or, lorsque vous aviez une dictature ou un pouvoir, en principe, ça revient à lui de vous demander le dialogue. S'il se sent coincé, hein, et là, il vous demande le dialogue. Mais s'il n'est pas coincé, il gère. À Brazzaville, il y a un calme apparent. Vous voulez qu'il vous fasse asseoir pour lui proposer quoi? Alors qu'on en a manqué. Là où je dis qu'il faut que les gens prennent conscience. Imaginez l'élection dernière. L'opposition, franchement divisée, du moins celle qui est partie aux élections, avec la structure qu'elle avait mis en place, elle n'a pas pu déterminer qui était le gagnant. Les uns parlent de Mokoko, les autres parlent de parfait personnel. Elle-même divisée, n'arrivait pas à nous dire qui est le gagnant de cette élection. L'élection qu'elle avait remportée.
donc l'opposition. Et lorsque M. Ntoumi sort pour dire que c'est parfait, qu'il a gagné, on voit sa victoire, M. Sassou vient saccager envoie ses gens pour saccager les PSP à Bakongo Makelekele jusqu'à poursuivre Ntoumi chez lui. Ntoumi riposte, il se défend parce qu'il est attaqué. Et qu'est-ce que l'opposition a fait? Les mêmes, c'est pas lui qui a participé à l'élection, c'est pas lui qui devrait être président, mais c'était ceux-là les premiers à encore l'attaquer, le condamner, le vilipender. Il a coupé ce pays pendant près de 2 ans. Le chemin de fer ne marchait plus. M. Sassou a organisé les élections sur toute l'étendue du territoire, sauf là où M. Ntoumi contrôle. Mais c'était le moment aussi de continuer M. Sassou. Donc c'était le moment de porter main forte à M. Ntoumi. Qu'est-ce qu'on a fait? On est rentré dans ces mêmes divisions. Les Mounari sont sortis avec des déclarations tapageuses. C'est comme si elle était la vraie opposante. Face à ça, face à ce mur, voilà pourquoi je dis nous devons nous redéfinir. Parce que le leader, ce n'est pas n'importe qui est leader. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a plus de diplômes, ce n'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent, ce n'est pas parce qu'on est le plus beau. Ça, ce sont des caractéristiques innées. Et donc, il faut que nous arrivions à écarter le complexe en nous. C'est-à-dire que dans le groupe, il y a un ami, un frère qui se dégage. Il faut le propulser. Il ne faut pas se dire, moi j'ai plus d'argent que lui, il faut que ça soit moi. Non. Il y a des gens, quand il arrive dans un groupe, quand il prend la parole, tout le monde l'écoute. Et pourtant, il n'a rien. Les messieurs Kolela là n'étaient pas des riches ou des plus riches que les autres. Les Mandela n'étaient pas les plus riches. Le parti, l'ANC n'est même pas créé par Mandela. Celui qui a créé l'ANC, lorsqu'il a vu Mandela, Mandela a parlé et dit, voilà le leader que je cherchais. Voyez-vous? Et donc, nous, on doit enlever ce complexe. Voyez ce qui se passe dans la diaspora aujourd'hui. Ces doublures-là, ils n'ont même pas la capacité de mener un débat démocratique au sein de leur structure. Dès qu'il y a un petit couac, on sort pour aller créer une autre structure. Donc, les structures, en 3 ans, en 4 ans, ça se multiplie. On peut vaincre une dictature de cette manière-là? Non. Apprenons à discuter. Apprenons la démocratie dans nos structures. Et ça va nous aider. Mais si, dès que l'autre donne un point de vue différent du sien, ce n'est plus toi. Tout le monde veut qu'on l'appelle président, qu'on l'appelle secrétaire général. À ce moment-là, il y a un problème. Donc, si je dis la prise de conscience, la redéfinition de notre combat. Vous parlez de la reprise de conscience, la redéfinition du combat. Et tout à l'heure, lorsque je vous ai entendu parler, vous avez dit qu'il y a un comportement affiché par les opposants congolais que vous n'appréciez pas quand l'autre est en pleine activité. Vous avez pris d'ailleurs le cas de Ntoumi qui était en face du régime de Brazzaville, les autres ne l'ont pas soutenu. Mais n'est-ce pas parce que les gens ne voyaient pas trop clair et ne comprenaient absolument rien de ce qui se passait parce qu'il y est arrivé à un niveau, à un mot où les gens ont cru qu'il jouait le jeu du pouvoir. Et cela, d'ailleurs, a été, j'allais dire, confirmé, entre guillemets, lors du procès, je crois, d'Abira, où Nyangabwala, le général Nyangabwala, est venu déclarer devant le tribunal que finalement, c'est le régime qui a alimenté le pasteur Ntoumi en armes. Bon, vous saviez, d'abord, c'est le quotidien du Congolais. Il faut discréditer l'autre. Quand nous étions jeunes, ça nous arrivait de délivrer des combats où, avec ton ami, vous êtes en train de vous amuser. Maintenant, un grand qui est là, mais lui, il est plus fort. Mais voilà, il te tape beaucoup. Non? Et donc, de l'amusement, ça passait au vrai combat. Alors que vous étiez des amis. Tout à l'heure, vous étiez en train de vous amuser. Mais en politique, souvent, on dit que c'est le plus malin qui gagne. Donc, nous devrions nous interroger. Est-ce qu'entre M. Ntoumi et la dictature, il y avait combat? Vrai ou faux, il y avait combat? Il y avait combat. Vrai ou faux, les gens mouraient? C'est-à-dire que du côté de M. Ntoumi, puisque on laisse un peu le côté de M. Ntoumi, puisqu'il est considéré comme complice, mais du côté de M. Sassou, est-ce que les gens que M. Sassou envoyait là-bas ne mouraient pas? Est-ce qu'il n'y avait pas des corps à la morgue de Brazzaville? Est-ce que les parents de Sassou ne se sont pas
fâché parce que M. Ntoumi n'arrivait pas à mettre la main sur. Mais il y a des émissions des émissions sur le net. J'ai suivi pas mal des émissions de Dominique de Marseille qui critiquait l'armée congolaise et sa faiblesse de ne pas pouvoir mettre la main sur M. Ntoumi. Parce que du côté de M. Sassou, il y avait beaucoup de morts. Donc déjà ça c'était déjà l'indice qui montrait que M. Ntoumi faisait un travail peut-être pas le même qu'on le prétendait. Maintenant, entre-temps, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de conditions? Il faut rapprocher le gars. Il faut discuter avec lui. Il faut chercher à le comprendre. Il faut chercher à le connaître davantage au lieu de condamner. Est-ce qu'ils l'ont fait? Ou est-ce qu'on l'a fait, nous tous? Je ne pense pas. Les gens l'ont fait. Mais plutôt, nous nous sommes contentés aux rumeurs. Maintenant que vous parlez de qui lors du procès, ce théâtre que vous appelez procès, quelqu'un qui n'arrive même pas à dire le nombre de ses enfants. Pensez-vous que ces propos sont fiables? Quand il n'arrive même pas à citer aucun nom de ses enfants, à connaître le nombre de ses enfants. Quand il arrivait même à construire une belle phrase, une bonne phrase, et vous allez croire à ça. On ne dit pas que M. Ntoumi... Mais écoutez, même pendant la deuxième des guerres mondiales, la deuxième ou la première, mais il y avait toujours des négociations. Il y avait toujours des émissaires de part et d'autre. Ça se parlait. Hein? Ça se parlait. Les gens cherchaient à mettre fin à la guerre. Donc, si M. Ntoumi reçoit les émissaires de M. Sassou et que cela, d'un coup, on pense qu'il est de mèche avec eux, je pense, à la limite, ce sont des accusations aussi gratuites. Parce que nous, on se nourrit trop de la rumeur. Ce n'est pas bien. Et surtout pour les hommes politiques. Ce n'est pas bien de se nourrir des rumeurs, comme vous l'avez dit. Et toujours dans votre récente réponse, vous faisiez allusion de créer les conditions pour contraindre le régime de Brazzaville, soit à une négociation, soit à un dialogue. Et vous avez même dit, ici jusqu'à aujourd'hui, évidemment, ce régime ne cède pas, c'est parce qu'ils ne sont pas la pression de quelque part, ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Et donc, il est question de créer les conditions, c'est-à-dire revoir le rapport de force. C'est ce que j'ai semblé comprendre. Et dans ce cadre-là, évidemment, je reviens vers le mouvement congolais contre la dictature. Comment vous êtes en train, vous, à votre niveau, de créer ces rapports de force, c'est-à-dire créer les conditions pour que demain, ou peut-être d'ici là, que le pouvoir se sente quand même contraint, soit à négocier, soit à organiser des élections libres au Congo-Brazzaville? Bon, c'est ce que j'ai dit, hein. J'ai parlé de la redéfinition. Voilà pourquoi aujourd'hui, on est silencieux. Et le président du mouvement congolais contre la dictature est dans les consultations. Donc la première des choses, c'est effectivement essayer de revoir comment discuter, parler avec l'opposition de façon générale, donc celle de la diaspora et l'opposition locale. Et ça, le président du mouvement congolais contre la dictature est en pleine action. Il faut que tous les leaders des partis politiques, grands, petits, soient-ils, se parlent et essaient de voir, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de mots qui nous minent. Hein? L'estime de soi, les gens pensent que moi c'est moi, je ne peux pas être sous X ou Y. Il faut faire taire cela lorsque nous sommes en pleine lutte. Hein? Et si une fois le terrain nous permet de pratiquer la politique librement, en ce moment, chacun est libre de présenter ce qu'il a comme capacité ou potentialité afin de convaincre le peuple. Donc aujourd'hui, nous ne disons pas, comme je l'ai dit tantôt, qu'on est en négociation avec des groupes militaires, non. Mais le président, aujourd'hui, puisque c'est sa tâche, c'est la tâche que nous l'avions confiée, c'est le mouvement, de discuter avec les autres mouvements, les autres, disons, leaders des mouvements, et essayer de revoir comment on peut se relancer. Mais ce n'est pas par rapport à une élection quelconque. Non, notre lutte ne se situe pas par rapport à une élection.
quelqu'un peut organiser l'élection et puis demain, il n'est plus là. Ibeka en a gagné, il en a fait combien de temps pour continuer son mandat? Alpha en a gagné, il en a fait combien de temps pour continuer d'exercer ce mandat? Donc, notre lutte ne se limite pas à une élection quelconque. Nous luttons, nous avions vu, nous avions remarqué, nous avions constaté que ça fait un moment qu'on a stagné et qu'on est plongé un peu dans des petites considérations inutiles, nuisantes. Et pendant ce temps, effectivement, la dictature se pérennise au pouvoir. Et que, bon, selon certaines indiscrétions, on est en train de préparer un successeur. Alors, donc, par rapport à ça, est-ce qu'il faut qu'on reste inerte? Non. Il faut effectivement prendre, s'il faut le qualifier, ce moment d'échec. Qu'est-ce qui a fait que depuis là, et pourtant, on est engagé, déterminé, on a des gens, mais pourquoi on est sur place? Qu'on n'a pas pu obtenir quelque chose? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Où ça a failli? Et ça, c'est un travail que l'opposition, elle est vraiment en grande responsable, elle-même en grande partie responsable de ce que nous vivons, parce qu'en fait, M. Sassou aussi n'est pas fort comme on le croit. C'est vous qui le dites. Alors, on va passer sur le volet, bien entendu, santé. On va dire quand même un mot là-dessus. Vous avez également suivi, puisque vous suivez l'actualité congolaise, hein, vous avez suivi donc la déclaration annonçant la 27e prolongation de l'état d'urgence sanitaire au Congo-Brazzaville avec, bien entendu, les nouvelles mesures. Il s'agira finalement, d'ici à novembre prochain, de soumettre les Congolais à l'obligation vaccinale. Mais moi, je voulais d'abord avoir votre avis sur le prolongement d'abord de cet état d'urgence qui reconduit, bien entendu, et de facto, le couvre-feu qui dure déjà pratiquement plus d'une année au Congo-Brazzaville. Bon, ce qu'il faut reconnaître, c'est que les dictateurs aiment ce genre de situation. Hein. Un peu, ce sont des situations qui révèlent un peu de la terreur. Donc, ils aiment contrôler les gens, mettre l'armée en alerte, comme si on était en guerre. Donc, ça ne nous étonne pas. Tout ça, c'est fallacieux. Ça n'a pas de sens. C'est vrai que la pandémie existe. On ne peut pas dire non. Ça existe. C'est ce que maintenant la question est de savoir, est-ce que ça existe de la même ampleur en Occident qu'en Afrique et surtout au Congo? C'est ça la grande question. Parce que c'est pas trop bien de copier. Hein? Ça existe, c'est vrai, mais est-ce que ça existe de la même ampleur ici que là-bas? Ou bien en France où ils copient là? Ça existe en France comme au Congo-Brazzaville, de la même manière? Non, je pense pas. Les Congolais ne méritent pas un peu tout ce scénario-là. État de siège, couvre-feu, ils n'ont pas besoin de ça. Par contre, prendre le vaccin, oui, je suis pour que les gens prennent le vaccin. Si les Occidentaux ont mis à notre disposition les vaccins, pourquoi ne pas en prendre? Si nos médecins sont et les autres professionnels de santé sont honnêtes avec les populations pour leur révéler l'existence de la maladie sur le territoire, de l'ampleur de la maladie sur le territoire, mais pourquoi s'opposer à prendre le vaccin? Il faut qu'ils prennent le vaccin. Mais de là à imposer les gens des couvre-feux, les états de siège et tout consort, ça c'est de n'importe quoi. Imposer les couvre-feux, tout un tas de choses, ça, vous n'êtes pas d'accord, mais les Congolais, en fait, vous les exhortez à se faire vacciner, mais il se trouve que il y a aussi cette imposition, c'est-à-dire l'obligation vaccinale. Vous vous faites vacciner pour accéder à certains services publics et même au transport en commun. Si vous ne le faites pas, vous n'avez pas accès à ces services. Je crois que là aussi, il doit y avoir un problème. Vous êtes le mouvement, je rappelle, congolais contre la dictature. C'est aussi une forme de dictature que d'imposer les vaccins, non? De toutes les façons, il y a une dictature positive, parce que même l'application de la loi. Tu sais, ici, là où tu es, quand tu bois, si tu n'es pas chez toi, tu sais, j'ai déjà pris une bouteille,
Si je vais à 2, à 3, moi, je dois conduire, c'est dangereux. Parce que si le policier m'arrête, je dois avoir une sanction. Donc, il y a une amende à payer. Et on peut même retirer les points sur mon permis. Au départ, ce n'était pas facile. Il y a des gens qui sont allés en prison pour ça. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, des gens riches, pauvres, alors lorsqu'il est au volant, s'il est ivre, il a peur de croiser la police. Et donc, il a même peur de boire parce qu'il n'est pas chez lui, de beaucoup boire, de boire plus que la quantité requise. Donc, il y a deux fois une dictature positive dans ce genre de conditions. Et surtout sur l'application de la loi qui va dans l'intérêt public, la protection des autres aussi. Voilà pourquoi j'ai dit au départ sur la pandémie. Ça revient à nos professionnels de santé, nos médecins, de déterminer si réellement cette maladie, effectivement, de l'ampleur de cette maladie au pays. Si cette maladie est là, si elle est tue réellement. Parce que le problème, c'est qu'on ne voit pas les malades. Bon, n'importe qui meurt aujourd'hui, il n'y a plus personne qui meurt du malaria. Tout le monde aujourd'hui meurt de la COVID. Donc, si ces professionnels-là sont honnêtes et qu'ils révèlent qu'effectivement, il y a l'existence de la maladie sur le territoire d'une telle ampleur que si on ne prend pas garde, ça peut être un désastre pour le Congo. En ce moment-là, effectivement, il faut qu'on se fasse vacciner. Et surtout, si vous êtes quelqu'un qui est en contact avec les autres, beaucoup plus en contact avec les autres, tu dois te faire vacciner. Donc, tout dépend de l'honnêteté de nos services de santé. Le temps qui nous est imparti est presque à la fin. On va donc peut-être comprendre avec vous, sinon un commentaire sur les dernières conclusions du Conseil d'administration du Fonds monétaire international, le FMI, sur le dossier Congo qui a été encore une fois de plus rejeté. Et d'entrée de jeu, je disais, le Congo est pratiquement en banqueroute. Tous les signaux sont au rouge, hein, comme qui dirait. Quelle projection faites-vous dans les jours à venir, les mois à venir, peut-être les années à venir, ce que sera le Congo? Puisque dans le même temps, vous dites également que les choses ont changé et elles finiront par changer. Là, nous sommes en face d'une situation économique, mais je dirais, c'est pas moi peut-être, c'est le qualificatif, que je vais peut-être pointer, chaotique. Comment, si jamais c'est vous qui êtes sur place, au pouvoir, je dis bien si, dans les conditions pareilles, où le pays est en crise, lourdement endetté, et là, le FMI vient encore de tourner le dos au Congo-Brazzaville. Quelle alternative auriez-vous proposé? D'abord, pourquoi on est en crise? Un pays qui a eu autant d'argent il y a au moins 10 ans. Pourquoi on est en crise? C'est parce qu'on gère mal. C'est parce que la mauvaise gouvernance est érigée en loi pour ce régime-là, là-bas. La Banque mondiale, le Fonds monétaire international, ils vous donnent de l'argent, c'est pour le fortifier, donc dans des délais raisonnables qu'ils recouvrent leurs intérêts. Donc s'ils refusent ou s'ils bloquent, ça veut dire qu'ils vous posent d'autres exigences après avoir analysé votre mode de fonctionnement et de gestion. Est-ce que votre façon de faire va leur permettre de recouvrir leur argent le plus tôt possible? Et surtout qu'aujourd'hui, parce que lorsqu'on parle de la Banque mondiale, pour le Congo hier, avec le premier partenaire, c'était la France. Aujourd'hui, la France n'est plus le seul partenaire privilégié du Congo. Il y a aussi la Chine. Et donc, si la France constate que c'est à la Chine peut-être de beaucoup, parce que la dette de la Chine, il faut la rembourser, qu'est-ce que la France fait? Elle a beaucoup plus de marge de manœuvre à jouer avec le Congo, qui est considéré comme sa propriété, donc peut bloquer les choses. Mais ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est vrai, lorsqu'on est à l'extérieur, on a comme l'impression que tout se passe facilement, ou peut se passer facilement, et une fois qu'on est confronté à la réalité, on change de discours. Non. Une chose est vraie, c'est que nous avions l'argent, d'abord au pays. Le pays a l'argent. Hein? Je ne peux pas dire qu'on ne peut pas demander de
de l'aide à la communauté internationale, donc à ces institutions-là, mais pas de la manière. Si on est organisé, si on est conscient, si on met vraiment des mécanismes de bonne gestion, hein, des programmes de contre la corruption sur place, on peut essayer de relancer notre économie avec nos fonds à nous. On peut organiser beaucoup de choses avec nous. Parce que nous n'avions jamais fait quelque chose sans demander l'aide interne. C'est incroyable. C'est honteux pour un petit pays en termes de population, qui a des richesses quand même énormes. Mais même pour organiser une élection, il faut demander l'aide de l'Union européenne, il faut demander l'aide du Fonds monétaire. Non, c'est honteux. Donc, si c'est une équipe qui arrivera, qu'elle soit celle dans laquelle le mouvement congolais contre la dictature est là ou pas, ce qu'il y a lieu de faire, c'est qu'il faut assainir les finances publiques. C'est vrai, c'est les mêmes discours qu'on en a entendu, oui, mais elles ne sont jamais appliquées. Hein? Elles ne sont jamais appliquées. Si elles sont appliquées, on a de l'argent sur place. On a de l'argent sur place. On s'organise, on a de l'argent, on peut organiser les élections nous-mêmes sans l'aide internationale, on peut payer nos fonctionnaires nous-mêmes sans l'aide internationale, on peut essayer de relancer l'économie. Maintenant, pour des grands projets, c'est normal qu'on fait recours au grand emprunt. Le grand emprunt nous permet d'investir dans des grands projets, dans l'éducation, dans la recherche, dans la santé et tout. On n'est pas contre l'emprunt, mais il faut que cet emprunt soit bien orienté. Donc, si on est aux affaires, ce qu'il y a à faire, c'est assainir les pouvoirs publics. Il faut donner la possibilité aux jeunes gens, aux personnes qui ont la capacité des affaires, de faire leurs affaires, parce que il n'y a pas que la fonction publique qui est le pourvoyeur des emplois. Or, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est quoi? Si ce n'est pas la fonction publique, on n'a pas autre chose. Si ce n'est pas l'armée, il n'y a pas autre chose. Il faut mettre des structures financières qui permettent de financer des projets des gens, de mettre l'homme congolais en valeur. Parce qu'il y a des valeurs. Tout le monde n'est pas là à se confiner dans la fonction publique. Mais ils n'ont pas de financement. Ils n'ont pas la facilité des financements. Les financements, qui a la facilité, c'est le Malien, c'est le Sénégalais, c'est le Libanais. Mais quand vous allez dans leurs comptes qui sont dans nos banques locales, mais il n'y a rien alors qu'ils reçoivent notre argent. Mais où va l'argent? Or, cet argent devrait être dans nos banques pour aider d'autres personnes. Malheureusement, non. Cet argent, on envoie au Mali, on envoie au Sénégal, on envoie au Liban et partout. Alors ça, ce sont des choses à revoir. Ce sont des choses à revoir. Voilà pourquoi je dis que la crise financière actuelle, les autorités congolaises elles-mêmes sont responsables. Et comme ils sont fatigués, comme ils n'ont plus rien à proposer, ils n'ont plus d'alternative. On se limite aux discours, les mêmes discours. Le pouvoir est fatigué, les Congolais sont fatigués de cette dictature. Et qu'elle ne peut plus rien faire. Donc les crises là, on va toujours de crise en crise. On va toujours de discours en discours. Les mêmes choses, la répétition. C'est honteux quand même pour un pays comme le nôtre. Voilà, notre population ne fait même pas la population de Kinshasa. Mais nous avions le même problème que la ville de Kinshasa. Pas d'eau, pas de courant, pas d'électricité. Ou quand il y en a, c'est par secteur. Ça va durer jusqu'à quand? Pendant 20 ans. Lorsqu'on dirige avec une main de fer. Il n'y a pas une opposition pour dire que non, l'opposition m'empêche de bien faire. Les gens parlent aujourd'hui du nord-sud. Lorsque vous allez au nord, il y a quelle école? Il y a quelle université? Il n'y a rien. Le nord ne se résume pas à M. Sassou et sa famille, son clan, sa bande. Si vous aviez le bac, un enfant qui a le bac à Epena, à Infondo, à Soanké, il doit descendre à Brazzaville, mais s'il n'a pas de parents. M. Ouattara, en 10 ans, on a construit 5 universités en Côte d'Ivoire. 5. Et le Congo. Pointe-Noire, là. Moi, je t'ai vu au lycée technique à Pointe-Noire à l'époque. Hein? Mais Pointe-Noire mérite une université. Bon, on va dire que c'est le Sud, il n'aime pas les sudistes. Les discours que j'entends. Mais au Nord, il y a quelle grande école? Rien. Ce monsieur, ce régime est défaillant. Si j'ai bien compris, alors donc les partisans, ceux qui pensent que le Nord est privilégié par ce pouvoir, le disent à tort, le pensent à tort, c'est bien cela. Mais lorsqu'on prend le nordiste lambda,
il vit la même situation que le sudiste. Hein, lorsqu'on n'est pas payé, mais c'est tout le monde qui n'est pas payé. Hein, lorsque l'hôpital, le CHU ne marche pas, mais c'est tout le monde qui n'est pas bien soigné. Donc, nord comme sud. Hein? Lorsque les retraités ne sont pas payés, il n'y a pas les retraités qui sont payés parce qu'ils sont de la cuvette. C'est tous les retraités du Congo qui ne sont pas payés. Donc, ces situations-là, tout le monde les vit de la même manière. Hein? Et je venais de prendre l'exemple sur les écoles, par exemple. Le nord du pays n'a pas. Le sud, Brazzaville est pratiquement dans le sud du pays. Donc, au moins, à Pôle-Noir, aujourd'hui, je crois, en 6 heures du temps, tu peux arriver à Brazzaville. C'est vrai, peut-être que tu n'as pas de parents, mais prends un fondo. Il peut y avoir une université dans cette zone là-bas, ou même vers Wando et tout comme ça. Il n'a jamais construit ça. Ça veut dire qu'il n'aime pas aussi ces gens-là. C'est lui, sa famille. C'est lui, son gang, son clan. C'est tout. C'est pas vraiment tout le Nord. Et quand vous allez dans les écoles du Nord, que ce soit au Wando, j'ai des gens aussi des parents qui sont là-bas. Mais vous voyez, il y a des pléthores dans les écoles, dans les salles de classe, et les gens s'asseyent à même le sol, comme à Brazzaville, comme dans le sud du pays. Donc les problèmes de ce genre, en tout cas, tout le monde les vit de la même façon. Maintenant, les cadres dans les nominations, et surtout avec, il faut être de telle religion aujourd'hui, bon, écoutez, cela ne veut pas dire que les cadres du Sud ne sont pas utilisés. Aujourd'hui, lesquels qui sont même plus, qu'on peut dire, plus vedettes, que ce soit dans le gouvernement. Vous avez Mabiala, c'est un sudiste. Et vous aviez Thierry, c'est un sudiste. Mais ce sont eux qui sont les vedettes du gouvernement. Hein? Bon, on a eu certains gouvernements où la région de Poul a au moins 5-6 ministres. Donc, bon, voilà, ça, nous, on n'aborde pas la situation, la question comme eux, ils abordent. Hein? Parce que tel qu'ils abordent, c'est comme si les gens du Sud sont soudés. C'est faux. Parce qu'ils ont toujours eu le pouvoir aussi. Quand ils ont le pouvoir, lesquels qui mettent en mal leur dirigeants, ce sont eux-mêmes. Le Souba n'a jamais été insulté par un journaliste du Sud, et plutôt du Nord, comme l'a été par des journalistes du Sud. On en a des gens qui ont insulté le Souba, le qualifié de malade mental. Un président de la République, lu de cette manière, qui vous accorde la liberté de parler, d'écrire, de critiquer. Il n'a jamais fait emprisonner quelqu'un. On le qualifie de cette manière. Il avait le pouvoir. Quels sont les quartiers, par exemple, du Congo qui étaient en feu pendant le régime qui est considéré comme sudiste? C'est les quartiers nord de Brazzaville. Donc, on était même plus en paix lorsque tu te réfugiais dans les quartiers nord de Brazzaville. C'est-à-dire que, et ça de deux côtés, si le Nibolek qui vivait à Congo Makelekele était en paix quand il trouvait refuge à Mikalou, Talangaï, le ressortissant du Poul qui était en Filou, Diata, était en paix lorsqu'il se retrouvait dans les quartiers nord de Brazzaville, Kamfilou. Ouais. Donc ces gens-là ne s'aiment pas aussi. Et donc il faut éviter. Est-ce que d'abord c'est la priorité des Congolais? On ne pense pas. Parce que c'est des questions, il faut. Oui, c'est des gens libres, jouissant de leur liberté, ils ont le droit de penser. Mais est-ce que leur pensée, c'est vraiment ce qui relève dans les populations? Lorsque vous interrogez, la population a vraiment besoin de ça? Je sais pas. Nous avions des priorités. Les grandes priorités, c'est comment éduquer les gens, comment les soigner demain, et comment voir aussi, par exemple, les parents du Nord, là, aujourd'hui, nous avions un problème d'immigration que les gens ignorent et qui sera très dangereux demain. La partie Nord, par exemple, aujourd'hui, est beaucoup plus habitée par les étrangers que par les autochtones. On a beaucoup de Rwandais qui sont là aujourd'hui, plus de 20 ans. Il y a des Centrafricains. C'est vrai on a toujours été avec des Centrafricains, ils ne nous posent pas de problèmes. On a des Camerounais, on a des Congolais du Congo démocratique. Mais ça, on ne voit pas. Demain, ils seront plus nombreux qu'eux. Et ces populations-là, ils sont étouffées, puisque le pouvoir, la plupart des cadres sont chez eux, ils ont peur des armes, ils ne parlent pas. Et c'est une bombe à retardement. Mais il faut qu'on pense sur ces genres de situations. C'est très dangereux. Demain,
ce pays. On va passer, mais les enfants, nos enfants, demain, le pays sera en danger. Ces genres de questions, il faut qu'on mette cela. On a vu des gens diriger une, bon, je ne peux pas dire une petite entreprise, mais en tout cas une entreprise d'État. On a rempli l'entreprise des neveux, des tontons et tout comme ça. Mais ces gens-là, demain, à la tête de l'État, mais on va nous envahir. Donc, il y a des questions sur lesquelles nous devons, les questions fondamentales, sur lesquelles nous devons statuer, que des questions qui nous divisent. Parce que dans cette lutte-là, hein, même les gens du Nord, que nous sommes en train de condamner, sont des grands combattants. Des gens comme mon grand frère Jean Gwabi, qui même pendant les Chouba, il est resté à Owando, il demandait le renfort, il ne voulait même pas partir de Owando. Il voulait défendre la démocratie. Pas les Chouba, mais il voulait défendre la démocratie. Malheureusement, le renfort n'est pas arrivé. Mais vous avez les Yatonga qui sont là, qui vous font des vidéos, toutefois, qui parlent sans langue de bois. Mais lorsque vous parlez des opposants, tout à l'heure, en prélude, vous m'aviez posé la question sur le général Mokoko. Mais il est qui? Si vous le prenez, vous le qualifiez comme opposant politique. Et lorsqu'on parle, il faut faire sortir les opposants politiques. Mais lesquels qui sont les opposants politiques? Si ce n'est pas Mokoko, si ce n'est pas Okombi. Mais ils sont d'où? Ils sont du Nord. Donc ça veut dire qu'il y a le Nord aussi qui combat la dictature. Nous devrons être unis. Nous devrons être unis pour que cette dictature, nous arrivions à la mettre hors état de nuire. Mais lorsque nous avions des concepts qui fristent les uns, ce n'est pas normal. Je n'ai pas de leçon à donner, mais sauf que, bon, il faut que nous soyons, c'est-à-dire lorsqu'on on voit l'histoire de notre pays, ce débat n'a pas droit de citer. Bien, voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Pierre Milika Mimanga d'avoir répondu à toutes nos questions, mais surtout d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes coordinateur du mouvement Congolais contre la dictature, section Amérique du Nord. À vous, chers téléspectateurs aussi, merci d'avoir consacré votre temps si précieux à nous suivre. Restez toujours branchés sur votre canal d'information Télér TV. Surtout, n'oubliez pas de partager nos émissions, n'oubliez pas de liker. Moi, je vous retrouve très prochainement, mais d'ici là, prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Merci.